Aujourd'hui, on entend partout parler d'énergie, de kundalini, parfois de prana. Mais dans tout ce flot de discours modernes, que dit vraiment le trika tantrique authentique? Quelle est la véritable nature du prana, selon les textes fondateurs, comme le Tantra Loka, le Vijnana Bhairava ou le Shiva Sutra? Ce que vous allez entendre ici n'est pas un enseignement mélangé ni simplifié. C'est le regard pur du trika transmis sans compromis. Nous allons voir ensemble ce qu'est le prana et ce qu'il n'est pas, et surtout comment l'intégrer dans la reconnaissance directe de la conscience libre, le cœur vivant de cette voix. Il ne faut jamais l'oublier. Non, le prana n'est pas une énergie magique à faire monter. Non, ce n'est pas un objet de conquête. C'est un battement du soi, un frémissement de Shakti, que le yogin apprend à contempler pour finalement le laisser se dissoudre dans le silence pur. Si vous voulez comprendre cela clairement, sans déformation, sans folklore, suivez-moi jusqu'au bout de cette vidéo. Dans le trika, prana n'est pas un concept énergétique autonome. Il est avant tout l'expression du spanda, c'est-à-dire du pouvoir vibratoire spontané de la conscience absolue, de la conscience énergie Shiva Shakti. Prana est une onde de spanda. Le trika enseigne que toute manifestation, qu'elle soit matérielle, mentale, subtile ou sensorielle, est le résultat de l'activité spontanée de Shakti, la puissance inséparable de Shiva. Cette activité n'est pas mécanique, elle est un frémissement créatif fondamental que les textes appellent spanda. Or, le prana est précisément la traduction de ce frémissement dans le champ des phénomènes de vie. Quand spanda se réfléchit dans les structures du corps subtil et du souffle, il prend l'aspect de flux rythmique que nous nommons prana. Ainsi, prana n'est pas un flux énergétique premier. Il est une onde, un effet secondaire de la vibration première, de la conscience elle-même. Dans le trika, c'est Isha Shakti, le pouvoir de volonté créatrice, qui dirige tous les flux de Shakti, dont celui du prana. Cela signifie que le flux de prana est gouverné en réalité par la volonté primordiale de la conscience, par le pur désir d'être et de vibrer en tant que monde. Quand cette volonté retourne vers sa source, les flux de prana se résorbent d'eux-mêmes dans la quiétude de la conscience. Le pratiquant avancé n'agit donc pas sur le prana en tant qu'objet, mais il reconnaît que le prana est la volonté de Shiva elle-même en action. Le prana est la volonté de Shiva elle-même en action. Alors, on vient de voir la relation avec Isha Shakti. Maintenant, prana comme battement de Shakti, ça me vide. Dans les textes comme le Vijnana Bhairava ou le Tantra Loka, on enseigne que le prana doit être reconnu comme un battement du cœur vivant de la conscience. Ce n'est pas une force à manipuler, mais au contraire un rythme à contempler. En ce sens, chaque souffle, chaque battement du cœur, chaque va-et-vient subtil du souffle est en fait une porte vers la reconnaissance de la vibration primordiale, si on sait le percevoir comme tel.
Alors le lien au Hirdaya et au Dvavasanta. Le Trika enseigne une structure profonde du corps subtil. Le double axe, cœur, fontanelle et au-delà. L'Hirdaya est le cœur métaphysique, le centre de la conscience non duale. Le Dvavasanta, 12 doigts au-dessus de la tête, est l'extension subtile de la voie du Sushumna Nadi, le canal central. Le flux du prana, en méditation tantrique authentique, s'harmonise naturellement avec cet axe. C'est le bâton de Shiva, le Trishula. Lorsqu'il est contemplé dans sa pureté, le prana devient un fil subtil qui relie Hirdaya et Dvavasanta. On dit ça Madhya, soutenant l'ouverture vers la reconnaissance de la conscience absolue. Ainsi, le Trika ne demande pas de manipuler le prana, mais de l'intégrer dans la vision du double foyer, du double focus, comme une vibration naturelle de Shakti elle-même. Et on a dit à l'instant ce que le prana est, ce que le prana n'est pas maintenant. Dans le Trika, il est essentiel de dissiper les confusions courantes qui entourent aujourd'hui le terme prana. Une grande partie du discours moderne, influencé par le New Age ou certains hatha yoga tardifs, quand ce n'est pas des mélanges hétéroclites, déforme le sens profond de ce terme. Voici les principales confusions à rectifier. Prana n'est pas l'énergie brute. Dans de nombreux discours contemporains, prana est présenté comme une sorte d'énergie vitale qu'on pourrait accumuler, stocker, envoyer, canaliser comme un courant d'électricité. Cela est totalement étranger à la vision du Trika authentique. Le prana n'est pas une énergie séparée de la conscience. Ce n'est pas un objet manipulable. Amusez-vous-y, vous verrez. Il est l'expression immédiate de la conscience vibrante, Shakti, et non une substance. Le croire comme énergie autonome revient à retomber dans une conception dualiste. Donc, d'un côté, une conscience spectatrice, de l'autre, un courant énergétique. Cela est contraire au principe fondamental du Trika. Tout est conscience, y compris le souffle même. Prana n'est pas non plus un phénomène corporel, autre erreur fréquente. Réduire prana au souffle biologique ou au mécanisme du corps physique. Dans le Trika, le souffle physique n'est que le reflet grossier d'un mouvement plus subtil. Le véritable prana est le souffle subtil du spanda, présent bien au-delà du corps matériel, en fait, présent partout. Un pratiquant avancé perçoit le flux du prana même au-delà de la respiration, bien entendu. Même lorsque le souffle physique s'arrête, en kumbhaka spontané, ou dans la grande absorption. C'est pourquoi les textes disent que le yogin libéré n'est plus conditionné par l'acte de respirer. Car il a reconnu que prana est un battement de la conscience, et non une fonction biologique ou quasi biologique. Prana n'est pas une force à éveiller. Une erreur majeure consiste à présenter prana ou kundalini comme une force endormie qu'il faudrait éveiller par des techniques ou des mantras. Le Trika enseigne au contraire que tout est déjà éveillé. La conscience de Shiva est toujours pleinement vibrante. Ce qui a dissipé, ce n'est pas une pseudo-latence du prana, mais l'ignorance, anavamala, il faut en parler d'anavamala, qui empêche de reconnaître le prana comme une onde consciente. Chercher à éveiller le prana comme un objectif en soi est donc un détournement.
Cela nourrit la fascination pour le phénomène. Au lieu de guider vers la reconnaissance pure, c'est ça le trika, il ne faut pas l'oublier. Prana n'est pas non plus l'objectif du chemin. Enfin, dans le trika, vous l'avez compris, le but n'est jamais le prana. Le but est la reconnaissance directe de sa nature de conscience absolue. Le prana n'est qu'un support transitoire, une vibration à contempler, jusqu'à que toute distinction entre souffle et conscience disparaisse. S'attacher à la circulation du prana, vouloir la contrôler ou la maximiser est une distraction. Cela revient à renforcer le mental subtil en plus, au lieu de laisser le spanda naturel ramener à la pure présence. Les grands maîtres du trika insistent sur ce point. Le yogi mûr transcende même les rythmes du prana et entre dans la grande absorption non duelle, où il n'y a plus ni inspiration, ni expiration, ni souffle séparé. Alors après avoir vu que le prana est ce que le prana est et ce qu'il n'est pas, il est crucial de replacer son rôle et son usage exact dans la voie tantrique du trika. Quand on voit ou qu'on entend des horreurs, prana dans la perspective du Shambhavopaya. Le trika reconnaît plusieurs voies d'accès à la reconnaissance. Anavopaya, Shaktopaya et Shambhavopaya. Dans le Shambhavopaya, le plus direct, on ne travaille pas sur le souffle, ni sur le corps, ni sur les canaux subtils. On reconnaît immédiatement que le flux du prana est un simple reflet du mouvement de la conscience absolue. C'est cela le véritable trika. Les trois voies complémentaires. Cela signifie que tout travail sur le souffle, dans cette perspective, consiste uniquement à laisser le flux du prana se fondre dans le silence de la conscience, sans aucune manipulation volontaire. Le yogin avancé du trika observe même plus que, à l'inspiration, Shakti émerge, à l'expiration, Shakti retourne en Shiva, et dans le point d'équilibre, Madhya, tout est déjà parfait. Le véritable travail du trika consiste à rester établi dans ce madhya, ni dans l'intention d'accroître le prana, ni dans le souci d'obtenir des phénomènes subtils, mais dans la reconnaissance que chaque battement du souffle est spanda pur. Alors, développons le lien avec Madhya, le point central, puisque c'est l'occasion. Les textes comme le Vijnana Bhairava insistent sur le fait que là où le souffle s'arrête spontanément, pas un kumbhaka du pranayama, là brille le cœur. Le madhya est ce point central, cet instant de non-souffle où toute la vibration du prana se résorbe dans le silence de la conscience. Et silence vibrant, s'il vous plaît, pas vide. Ce n'est pas un artifice technique, c'est une reconnaissance spontanée. Le yogin laisse le prana devenir de plus en plus subtil, non par effort, mais par désidentification. C'est simplement la désidentification qui fait monter le prana, pas un effort de style Kundalini Yoga, New Age. À un certain point, le souffle s'oublie de lui-même et la conscience se resplendit nue. Dans cette vision, prana n'est plus un objet, mais l'onde même du soi, se contemplant en tant que souffle.
Puisqu'on a parlé de Madhya, parlons aussi du double axe Hirdaya Dvavasanta. Le Trika enseigne également le double foyer, Hirdaya le cœur et Dvavasanta le sommet subtil. Le flux du prana, pardon, quand il est reconnu comme spanda, épouse ce double axe. Il naît du Hirdaya, centre de l'être, monte spontanément vers le Dvavasanta, ouverture suprême, puis redescend naturellement dans le Madhya, dans le cœur. Une triptyque, c'est le trident de Shiva. Le yogin du Trika ne force pas cette montée. Il reconnaît simplement que tout le mouvement du prana est un jeu libre de Shakti. En contemplant ce va-et-vient subtil, le yogin réalise que le véritable prana est conscience elle-même. Et donc, si on voulait un peu résumer l'intégration dans la pratique tantrique pure, donc dans le trika pur, on ne cherche pas à activer ou purifier le prana par des méthodes volontaristes. On utilise éventuellement des aides provisoires, pranayama, dans la navopaya, ce qui est légitime. Mais le but est toujours de laisser le souffle s'effacer dans le silence conscient. Dans le Shambhavopaya, la voie royale, le souffle est simplement reconnu comme une pulsation spontanée de spanda. Il n'y a rien à manipuler, seulement à contempler. La reconnaissance pure, finalement, est de percevoir que prana égale spanda égale shakti égale conscience libre. Dans la voie authentique du Trika, il est fondamental de rétablir la juste compréhension du prana. Donc, en conclusion, le prana n'est ni une énergie brute à éveiller, ni un courant à manipuler, ni un phénomène objectif que l'on chercherait à accumuler ou faire monter. Le prana est l'expression vivante du spanda, le battement libre de la conscience absolue. Dans chaque inspiration, et dans chaque pause, c'est Shakti elle-même qui danse et respire. Ce que le yogin tantrique cherche n'est pas un contrôle du souffle, ni des phénomènes sensoriels, ni une montée spectaculaire d'énergie. C'est la reconnaissance directe que le prana est déjà une onde consciente, une vibration du soi qui se donne à percevoir. Ainsi, la voie ultime du Trika, le Shambhavopaya et son extension continue, Anupaya, ne consiste pas à travailler le prana, mais à le laisser se dissoudre spontanément dans le silence du Madhya, le cœur vivant de la reconnaissance. Le souffle alors s'efface dans l'évidence nue. Tout est spanda, tout est shakti, tout est conscience libre, sans second. Dans ce retournement, le yogi ne se demande plus « Où est mon souffle? Où est mon énergie ?» Il voit que « Je suis cela même. Je suis Shiva Shakti, battement pur. » C'est cette vision pure et non l'accumulation de phénomènes énergétiques qui constitue le cœur vivant de l'enseignement du Trika. Tout le reste ne l'est pas, est falsification. Voilà ce qu'il fallait rétablir. Prana n'est pas une énergie à rechercher, ni un phénomène à collectionner. C'est donc de même de la conscience, le souffle de Shakti toujours déjà là. Dans la voie du Trika, le véritable travail n'est pas d'augmenter le prana, mais de le reconnaître comme ce qu'il est, une vibration de spanda que l'on laisse finalement se résorber dans la reconnaissance nue du soi. Alors, au-delà de tout souffle, au-delà de toute montée, ce qui demeure est la présence libre, la liberté de Shiva. Si ce message vous parle, je vous invite à continuer cette exploration. Non dans les phénomènes,
mais dans la reconnaissance. C'est là que se trouve le cœur vivant du trika. Merci de votre attention.